Je tire sur ce que j'appelle une nouvelle race de journalistes qui s'est affranchie, comme d'ailleurs un certain nombre de nouveaux juges, d'un certain nombre de règles déontologiques. Bonjour, maître Éric Dupond-Moretti. Avocat pénaliste, réputé pour le nombre d'acquittements obtenus sur le territoire français, qui vous ont valu d'ailleurs des surnoms de la part des médias, comme Acquittateur ou encore l'Ogre du Nord. Les Français le savent peut-être moins car c'est plus récent, vous êtes aussi homme de théâtre. Vous produisiez seul sur scène, c'est au Théâtre de la Madeleine à Paris en début d'année, dans un spectacle où vous revenez sur votre profession et vous tirez tout azimut, vous me pardonnerez l'expression, en particulier sur les médias. Vous parlez notamment de ces débats télévisés où, je cite, se déroulent des procès qui réunissent une ancienne présidente de cour d'assises, d'anciens policiers qui ne connaissent pas un mot au dossier dont ils sont en train de parler. D'où ma première question qui est peut-être un petit peu large. Est-ce qu'on est tombé, selon vous, dans une société du commentaire à outrance au détriment de la vérité et en particulier de la vérité judiciaire ? Bon, d'abord un bémol. Vous dites que je tire sur les médias, c'est pas vrai. Je tire sur certains médias. Vous savez, il faut se méfier des classifications. Il n'y a pas la magistrature, il y a des magistrats, d'excellents, des moyens, des mauvais. Il y a le barreau avec de bons avocats, des moyens, des mauvais. Et puis, il y a les médias avec d'excellents journalistes, des moyens et des mauvais. Donc je tire sur les mauvais, moi. Je tire sur ce que j'appelle une nouvelle race de journalistes qui s'est affranchie, comme d'ailleurs un certain nombre de nouveaux juges, d'un certain nombre de règles déontologiques. Voilà. Et d'ailleurs, ces nouveaux magistrats travaillent main dans la main avec ces nouveaux journalistes. Je pense en particulier à Mediapart, mais je pense à d'autres émissions, et j'ai cité effectivement des émissions où l'investigation, avec un I plus que majuscule, permet tout. Alors justement, dans une émission, en préparant cet entretien, je suis retombé sur une émission Salut les Terriens en novembre 2018, où vous déclarez à propos du procès de Georges Tron, on a perdu le procès médiatique, et vous dites, si on a des juges qui laissent rentrer l'opinion publique dans le prétoire, on peut perdre. Est-ce que réellement les médias peuvent à terme, avec l'opinion publique, influencer des décisions de justice, selon vous ? Ah, ça c'est une évidence. D'abord, la justice criminelle, elle est rendue par des jurés, ce sera de moins en moins le cas, vous le savez, puisque à titre expérimental, bientôt, il y a une nouvelle cour d'assises qui a été, un tribunal criminel qui a été instauré. Mais c'est sûr que quand, pendant des années, on pilonne dans les médias la culpabilité d'un homme, ça laisse, et ça peut laisser quelques traces, oui, et les jurés peuvent arriver à l'audience, non pas vierges comme ils devraient l'être, mais déjà avec une idée préconçu du procès. Je ne dis pas que ça fait tout basculer, mais je dis quand même qu'il faut le prendre en considération. D'ailleurs, la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dans sa jurisprudence, prend en considération parfois les effets néfastes d'une hypermédiatisation. Et surtout d'une hypermédiatisation sans que l'on respecte la présomption d'innocence. Tout à l'heure, vous évoquiez Edoui Plenel. Dans votre pièce, vous en prenez également à certaines pratiques de journalistes d'investigation. Vous demandez si un tel est devenu flic, si une telle autre est devenue procureur. Est-ce que vous avez vraiment cette sensation que les journalistes outrepassent finalement leurs fonctions ? Et est-ce que ça explique un petit peu la crise de confiance que peuvent traverser les médias aujourd'hui ? Ça, je ne sais pas s'il y a une crise de confiance. Il y a en revanche une certitude. Dans les magazines d'investigation, on s'autorise d'abord la caméra cachée. Excusez-moi, c'est un procédé qui est indigne. Moi, si vous venez me voir et que vous m'enregistrez en loose day, je suis désolé, mais ce sont des procédés qui sont interdits à la police républicaine. Et pourquoi serait-il autorisé aux journalistes ? Quant à Mediapart, pardon, mais l'affaire Benalla illustre parfaitement mon propos. On a des enregistrements dont on ne sait pas trop d'où ils viennent. En réalité, ces enregistrements sont publiés dans Mediapart, et ensuite, les juges d'instruction saisissent Mediapart, et d'une certaine façon, utilisent ces enregistrements illicites qui deviennent blanchis. Et j'ai dit que Mediapart était un blanchisseur d'informations sales, oui. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'ils utilisent ces procédés. Hein. Et comme on considère que la vérité avec un V majuscule, la transparence permet tout, eh ben ça devient permis, ces procédés que j'estime extrêmement dangereux. Alors
je vais faire un peu l'avocat du diable, c'est Allez-y, mon je vous en rôle prie. pour défendre la profession. Où doit concrètement s'arrêter la liberté d'informer pour les journalistes, quand on sait que par exemple certains diront finalement ces enquêtes d'investigation, elles ont fait en sorte qu'un ministre qui a fauté, qui a fraudé, serait peut-être toujours ministre à l'heure qu'il est sans ces enquêtes-là. Je vais vous dire, monsieur, à l'époque où on pratiquait la torture, il y a très très longtemps, heureusement, on avait une certitude, c'est que tout le monde avouait. Et donc on avait un taux d'élucidation qui était absolument phénoménal. Mais de temps en temps, à la marge, il y avait un innocent qui avouait. Tout ça pour vous dire que quand on pratique de façon illicite, on a un taux de réussite exceptionnel. Et que si l'on vit dans la société de la transparence, ben, il n'y a plus de délit. Il suffirait de nous greffer une caméra, une GoPro sur le dessus de la tête, il n'y aurait plus une infraction. Mais quid de la liberté, des libertés publiques et de la liberté individuelle? Moi, c'est ça la question. Et la limite, elle est là. Le Canard enchaîné, c'est pas Mediapart. Et pourtant, le Canard enchaîné a révélé beaucoup d'informations dont vous parliez tout à l'heure, vous parliez de ministres qui, voilà. Et ce ne sont pas les mêmes procédés. Alors en préparant cet entretien, je me suis replongé dans une interview que vous avez fait dans l'émission Click en mars 2018, où vous dites, Click sur Canal+, vous dites notre époque très moralisatrice nous amène vers quelque chose de très manichéen dans les débats, avec les pour contre les contre, on peut dire peut-être les réacs contre les progressistes, etc. Quel va être le rôle des médias dans cette hyper-moralisation? Est-ce qu'ils en sont victimes et s'y plient par souci d'audience, ou est-ce qu'ils en sont les instigateurs finalement? Je ne sais pas, vous me demandez, moi qui dénonce le manichéisme, vous me demandez une réponse un peu manichéenne. En réalité, c'est le serpent qui se mord la queue d'une certaine façon, parce que les consommateurs de médias aiment cette espèce de scoop. Et puis, je pense que les réseaux sociaux ont fait beaucoup de mal à la presse traditionnelle, en sens qu'on est dans la polémique, on est dans le buzz, on est dans... Ça a changé notre rapport au temps et bien au monde, sûr, forcément. mais évidemment. Et alors, le journalisme plus intellectuel, plus réfléchi, qui ne fait pas le buzz, n'intéresse plus personne. Il est relégué au rang d'instrument du passé. Parce que dans les réseaux sociaux, vous avez tout. Donc il y a une espèce de surenchère comme ça. Mais c'est compliqué comme phénomène, parce que c'est à la fois... les journalistes, enfin certains journalistes sont responsables du phénomène, mais en même temps ils ont des consommateurs qui les nourrissent d'une certaine façon. Donc tout ça est infiniment compliqué. Mais moi je suis très surpris que dans le journalisme, il n'y ait pas un conseil de l'ordre. Non pas que je Certains ont veuille... évoqué l'idée, mais... que je veuille censurer. Mais moi, je pense qu'elle est excellente. Non pas que je veuille censurer la presse, il s'agirait évidemment d'un conseil de l'ordre qui ne serait composé que de journalistes, comme le conseil de l'ordre des médecins, le conseil de l'ordre des notaires ou des avocats. Mais un organe qui puisse réglementer un peu les choses. Voilà. D'où vient l'information? Comment elle peut être diffusée? Ces phénomènes absolument incroyables dans le mélange des genres, de secret de l'instruction qui a complètement explosé, tel juge qui travaille avec quasiment tel journaliste, et puis quand on dépose une plainte pour violation de secret de l'instruction, on n'a jamais un coupable. Et pour cause, puisque c'est souvent le coupable qui est chargé d'enquêter, tant qu'il n'a pas très envie de se dénoncer lui-même. Voilà. Fillon, par exemple, comment vous expliquez que deux journalistes du Monde me disent sur un plateau de télé, nous, on a l'intégralité du dossier, alors que Fillon lui-même n'y a pas accès? Parce que, procéduralement, il n'a pas accès à l'enquête préliminaire. C'est quand même des choses qui sont troublantes. Alors, pour revenir rapidement sur l'hypermoralisation, il y a quelques semaines, nous recevions Frédéric Tadei, qui estimait que les médias se souciaient de moins en moins de la vérité, ils se souciaient du bien et de la morale, avec évidemment une définition du bien et de la morale qui diffère en fonction du média. C'est un constat que vous partagez? Oui, comme la justice d'ailleurs. D'où les mariages singuliers entre certains juges et certains journalistes, oui. On a évoqué dans la première partie de l'entretien la manière dont les médias peuvent influencer les décisions de justice.
peuvent influencer l'opinion, mais celles et ceux qui nous regardent s'attendent, et c'est légitime, à ce que je vous pose la question sur comment les avocats peuvent utiliser aussi les médias à des fins utiles dans l'exercice de leur fonction. Moi, je voudrais vous parler d'un cas très précis que les Français connaissent, l'exemple de Jacqueline Sauvage, donc cette femme qui a assassiné son mari, qui était brutal, violent envers elle et ses enfants pendant de nombreuses années. Dans cette affaire, il y a eu un émoi, il y a eu une émotion particulière dans l'opinion publique, donc il y a une responsabilité médiatique, mais il y a aussi une responsabilité de la part des avocates qui ont conscience de cet émoi et qui vont utiliser ce biais-là dans leur stratégie de défense. C'est toujours compliqué de commenter un dossier dans lequel on n'est pas intervenu. Ce qui est sûr et certain, c'est que, de ce que j'en ai vu, une légitime défense a été plaidée et ça ne correspondait pas aux critères juridiques de la légitime défense. Ça, pour moi, c'est une évidence. Bon. Ensuite, on peut toujours discuter du quantum de la peine. Et puis ensuite, les politiques s'en sont mêlés. Hollande a partiellement gracié, bon, etc. C'était intelligent de la part des avocates de faire appel à l'opinion publique, parce qu'au fond, elles ont obtenu par l'opinion publique ce qu'elles n'avaient pas obtenu à la cour d'assises. Bon. Bien sûr qu'il arrive à des avocats de se servir des médias, bien sûr, évidemment. Mais pardonnez-moi, ce que je veux vous dire, c'est que moi je ne m'abrite pas, je ne me cache pas derrière mon petit doigt, mais quand même, on constate que c'est beaucoup plus difficile pour la défense de faire valoir la présomption d'innocence que pour certains journalistes de s'en affranchir. Et quand on a dit qu'un tel était coupable, souvenez-vous de Dominique Baudis par exemple, bon. Tout le monde disait, moi je me souviens de ça, j'étais au procès Chanal, le procès s'était ouvert, il s'est suicidé quelques jours après, et tous vos confrères que je connaissais bien, qui étaient des gens sérieux pour la plupart d'entre eux, disaient « Tu vas voir dans quelques jours, Baudis… » Tout le monde savait, c'était une certitude. En réalité, personne ne savait rien. Et d'ailleurs, certains journalistes ont effacé de leur curriculum vitae, je le dis comme ça parce que je ne peux pas m'empêcher de le dire, l'épisode Baudis. Parmi eux, d'ailleurs, de très grands journalistes. Dont on se vante moins, et dont tout le monde a honte, en réalité. Bon. Et puis même les gouttes de sueur qui transperçaient lorsqu'il était interviewé au journal télévisé de 20h, était la preuve absolue de sa culpabilité. Bon. Alors c'est difficile, si vous êtes l'avocat de Baudis à ce moment-là, de venir dire « Ouais, mais attendez, il est présumé innocent, etc. » Vous n'êtes pas audible. C'est pour ça que moi, dans l'affaire Mera, par exemple, j'ai refusé pendant 5 ans de m'exprimer devant les médias, parce que je savais que ce que je disais, personne ne pouvait et ne voulait l'entendre. Alors ensuite, effectivement… On s'est rendu compte par la suite que certains avaient encore du mal à l'entendre après… Oui, mais au moins, un verdict avait été rendu, il y avait eu un débat judiciaire, les journalistes sérieux avaient pu suivre, évidemment, les différents arguments qui avaient été débattus, échangés à l'audience. On n'était plus dans la même situation. J'ai une dernière question pour conclure cet entretien, une question qui va peut-être être un peu naïve, mais justement… Soyez naïf, c'est bon de temps en temps. Ça a du bon. On a vu dans une première partie comment justement les médias pouvaient influencer les décisions de justice. On a vu que les avocats se servaient aussi des médias. C'est un peu le système du serpent qui se mord la queue. On a envie de dire qui doit s'arrêter en premier, finalement. Non mais d'abord, vous ne pouvez pas placer les choses sur le même terrain, parce que les premiers à avoir les procès-verbaux, c'est la police et le parquet. D'accord ? C'est là qu'on peut faire beaucoup de mal, en distillant le venin par petites touches. Oui. C'est là où l'opinion publique se forge. C'est pas, et je vous l'ai dit, quand l'avocat intervient ensuite, même s'il viole à son tour le secret de l'information, etc., il est quand même déjà trop tard. La défense, n'a pas le même poids que le parquet ou la police dans l'opinion publique. L'avocat, c'est un mercenaire stipendié pour faire triompher la vérité de son client. Le parquet, la police, ce sont des institutions républicaines insoupçonnables de subjectivité. Donc les choses ne sont pas du tout à placer sur le même niveau et sur le même terrain. Et cette différence de poids, justement, est-ce qu'elle n'est pas due à une méconnaissance du métier d'avocat? Est-ce que c'est pas ça aussi qui vous a motivé à monter seul sur scène? Non, mais le métier d'avocat est totalement inconnu du grand public. C'est curieux, comme dans une vieille démocratie comme la nôtre, on ne sait toujours pas ce qu'est un avocat. Au fond, l'avocat, quand il défend un homme qui devient un innocent avéré, est un type formidable, et quand il défend
un salaud ou considéré comme tel par l'opinion publique, il est contaminé, il est aussi lui-même un salaud. Voilà, ça c'est une certitude. Et on n'a toujours pas compris ce qu'est un avocat. On mérite ni ce titre, ni le deuxième. C'est ça. Ni cet excès d'honneur, ni cet excès de poids. Ça sera le mot de conclusion. Merci, Voilà. Maître Éric Merci. Dupond-Moretti. Merci. Merci de nous avoir reçus.